Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à toutes et bonjour à tous. 1 heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais-Dombes sur le site internet de Radio Calade ou sur la page Facebook également de la radio et aussi sur la page Facebook de la CPTS Beaujolais-Dombes et sur son site internet. Cette émission est préparée comme d'habitude, par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais-Dombes. Ça devient de plus en plus long à dire ce. Oui, il va falloir trouver un acronyme. Ouais. De la CPTS Beaujolais-Dombes. Et donc, Alexandra, bonsoir, bonjour. Bonjour. Oui, pourquoi bonsoir d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà. C'est pas grave. C'était du direct, différé. Marie. Bonjour Ludovic. Vous allez bien toutes les deux? Ça va. Très bien. Et sur la partie technique, Amaury, bonjour. Bonjour. Qui pour une fois n'est pas éclaté de rire. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur la profession d'orthophoniste. Il faut remonter en 1828, et donc c'est ce que je disais précédemment. Alexandra s'en souvient encore, parce que... Bien sûr. Voilà. Oui, j'exerçais déjà. Oui, c'est ça, pour avoir les premiers piliers de la profession, avec un médecin parisien qui a voulu s'intéresser aux troubles du langage. Et donc, il a fait naître cette profession, cette belle profession que nous allons découvrir ce soir. Alors, bien sûr, le métier a eu un statut légal en 1964, avec la création du certificat de capacité d'orthophonie. Aujourd'hui, c'est une profession en plein essor qui offre une richesse d'exercices et de prise en soin. C'est quelque chose qu'on va découvrir tout au long de l'émission, mais on parle de prise en soin sur le territoire Beaujolais-Dombes et on va découvrir tout ça au fil de l'émission. Alors, successivement, dans cette émission, on va avoir donc une première chronique qui va être dédiée sur les modalités d'accès au métier d'orthophoniste. On va découvrir les liens qui peuvent se faire avec les autres professionnels. On va découvrir également les champs de compétences et les différents troubles qu'elles peuvent accompagner dans leur quotidien. Et puis, nous évoquerons les modalités d'accès aux soins et la richesse de leur maillage sur le territoire. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui donc Maude Calderaro. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, ça y est, plus de stress? Mais non, pas de stress. Bon. Isabelle Charvin. Bonjour. Bonjour Ludovic et merci de votre invitation. De rien, ça va mieux là aussi? Ça va mieux. Une fois que c'est parti, on se sent mieux. C'est en famille, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et Sylvie Viaggiani. Non, Vigiani. Vigiani. Oui, je suis pas très fort. En italien. En italien et en tout d'ailleurs. Et en anglais. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Et en tous les cas, merci à toutes les trois pour nous faire découvrir votre belle profession. Le lien est tout trouvé. Première question, qu'est-ce qu'une orthophoniste? Allez, je réponds. Allez. Une orthophoniste, l'orthophonie, c'est une profession paramédicale centrée sur la communication et qui vise à bilanter et à rééduquer les troubles de langage, les troubles de parole, les troubles de la voix, le bégaiement, voilà, que ce soit chez un enfant, chez un adulte, que le trouble soit inné ou acquis. Et c'est un métier passionnant. Et vous allez donc intéresser pratiquement tous les âges de la vie. Exactement. Ok. Oui, petite anecdote sur tous les âges de la vie. Dans une journée, j'avais eu un bébé de 3 mois et une dame de 101 ans. Le même jour. Le même jour. Incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter par rapport à la définition du métier? Il y a aussi tout l'aspect prévention, dont on parlera peut-être après. Effectivement, oui. Alors, quelles sont les études pour arriver à exercer la profession? Alors avant, c'était un concours un petit peu inaccessible. Et puis, depuis Parcoursup, on présente son dossier. On a intérêt à être bon dans les matières littéraires, enfin le français, les autres peu importe, et les matières scientifiques. Donc en gros, il n'y a que les bons élèves, puisqu'il faut être fort dans beaucoup de matières. Le taux d'accès est de 11%, hein, donc c'est vraiment, il n'y a que 1000 places, non, c'est pas beaucoup. Beaucoup de gens sont recalés. Alors, beaucoup d'étudiants font une licence en attendant sciences du langage, psy, biologie, les licences d'accès aux soins qui existent maintenant.
et retente l'entrée, mais tout le monde n'y arrive pas. Mais il y a peut-être un tiers des gens qui sont post-bacheliers et les autres ont déjà ou se recyclent ou bien on sort de licence. Alors, Et ça n'enlève pas d'année. Hein. Vous faites la licence, quand on vous accepte, vous repartez au début et Pour les les 5 études ans. sont en 5 ans. 5 ans, oui, pour avoir un grade master qui soit homogénéisé avec les diplômes européens. Voilà. Est-ce que c'est comme pour certaines professions paramédicales où certains vont en Belgique ou ailleurs pour pouvoir faire leurs études Alors, parce qu'il y a plus de place? heureusement pour nous. Parce que sinon, déjà qu'on est en déficit, mon associé, par exemple, vient de Belgique, et puis j'ai déjà bossé avec une fille qui venait de Belgique aussi avant. Ils nous fournissent énormément de professionnels. Eux, c'est aussi sur dossier, mais les Belges se plaignent parce qu'ils sont envahis, ils payent pour les études des Françaises. Je dis Françaises et Français parce qu'il y a peu de Français, hein, le taux d'incidence, c'est... Voilà. Et oui, c'est une plainte. Quelques-uns passent par la Suisse, quelques-uns aussi par le Canada, enfin le Québec. Mais c'est vrai que le numerus clausus va être ouvert et va être bien ouvert. Il y a environ 1000 places. Et là, on parle de 500 places supplémentaires par an, ce qui ferait quand même une sacrée augmentation. Parce que on est vraiment en déficit de professionnels. Hein. C'est fou, on attend des fois 1 an pour un rendez-vous et on n'est pas en zone les plus sous-dotées. Hein. Ouais, donc autant dire ailleurs, des fois c'est 2 ans. Hein. Mais on a bon espoir que ça s'améliore parce qu'il y a une proposition de loi qui vient de passer justement pour ouvrir beaucoup plus largement le nombre de places d'étudiants. 500 places, Voilà. ce serait. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Lyon, par exemple, en 2025, il y avait 2000 inscrites ou inscrits et il y a 100 places. Donc c'est assez serré, voilà. Tu Ouais. l'as dit, Sylvie, donc les étudiants constituent un dossier Parcoursup avec lettres de motivation, notes scolaires, enfin, etc. Et puis s'ils sont admissibles, ils passent un oral. Voilà, tous. Ils sont tous reçus. Oui, pour juger un peu si la personne est saine, si elle sait s'exprimer, qu'elle n'a pas trop de troubles. Et pour l'anecdote, la première année où c'était sur Parcoursup, en 2020, pendant le Covid, donc en fait, il n'y a pas eu l'oral. Oui. Peut-être bien. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'aurais jamais pu faire cette profession. Quoi. Mais C'est- bien sûr que si, c'est possible. Jamais de la Bien vie. sûr. Vous avez vu, quand une infirmière parle, ce que ça donne, c'est net. Faut être honnête. Après, on manque d'hommes, hein. Et un homme, on en veut des hommes en On en a pas orthophonie. assez en On est orthophonie. 85% On est 85% Ouais, de c'est ça, femmes. ouais. Ouais. Ouais, vous avez une 95%, profession qui est fortement féminisée. Et du coup, là, il est en train aussi de se mettre en place un doctorat qui va nous donner plus facilement accès à la recherche. Donc, les gens pourront continuer leurs études en 5 ans, mais si on a envie, on part en 7 ans pour notre doctorat. C'est quelque chose qui n'est pas acquis encore le doctorat. Pas encore, mais encore. c'est Oui, ça oui. y est, hein, ça va. Il y a d'autres professions qui sont déjà rentrées dans ce Ouais, cadre-là. ça y est, donc ça va suivre, ça va être Ouais. même rapide là. Actuellement, il y a des orthophonistes qui font de la recherche, bien sûr, et qui passent un doctorat en sciences du langage, ce qui est quand même extrêmement proche. Là, ça sera typiquement appris. Voilà. Voilà. Et lorsque les orthophonistes font de la recherche, justement, elles exercent où alors? Ça change rien à leur pratique. Après, c'est vraiment c'est pour elles-mêmes, pour eux-mêmes, pardon, enfin parler au masculin quand même, pour approfondir leurs connaissances et peut-être donner des conférences et voilà, enseigner en école d'orthophonie ou ailleurs. Après, ils sont soit en libéral, soit en structure, voilà. Et vous, par exemple, vous exercez où? Alors moi, je suis orthophoniste en libéral, exclusivement à Villefranche. Moi, je travaille principalement en libéral à Villefranche-sur-Saône et je travaille également dans l'UEMA de Villefranche-sur-Saône qui est une classe qui accueille des enfants autistes, une classe d'enfants maternels, 3-6 ans. D'accord. Quant à moi, je ne travaille pas majoritairement en libéral. Je suis 4 demi-journées au cabinet et 5 demi-journées en institution. Mais j'ai un statut de vacataire. Hein. J'ai des honoraires de libéral. Et je travaille donc pour les 2 EHPAD de l'hôpital, Courageau, Château du Loup. Et j'interviens aussi à Joseph Forêt. Donc, pour les personnes âgées. Personnes âgées et des fois pas très âgées parce qu'il y en a qui ont mon âge. Non, mais oh. J'ai rien dit. Non,
mais simplement, malheureusement, les pathologies neurologiques, on a des gens, vraiment, on a vu arriver des gens à 53 ans, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc on a énormément de demandes dans ce domaine et d'ailleurs, on accueille les orthophonistes qui voudraient bien. Votre profession est plus en souffrance dans quel domaine justement? S'il y a un domaine, c'est plus sur l'enfant, la petite enfance, ou plus sur la personne âgée, ou plus dans un domaine particulier, ou c'est Non, Compliqué partout, ça a l'air. Oui. Partout, oui. Là, on a de plus en plus de prescriptions, c'est vrai. Les filles, on a un champ de compétences qui ne cesse de étendu. s'élargir. Les médecins sont de plus en plus informés et sont de plus en plus prescripteurs. On voit, par exemple, les troubles de l'oralité qu'on ne nous prescrivait pas avant. Maintenant, on voit débarquer tous les petits qui ont des troubles de l'oralité. Et on a toujours plein de choses qui s'ajoutent à nos compétences. Peut-être préciser ce que c'est l'oralité. Oui, voilà. Ah, bah voilà. Oui. Souvent, on pense que c'est le langage oral, mais... Pas du tout. Mais vas-y, je t'en prie. Alors, pour résumer, l'oralité, pour les petits, c'est les troubles alimentaires pédiatriques. Voilà, donc des enfants qui ne vont pas savoir téter, qui vont pas savoir manger les morceaux et Qui vomissent qui voilà, qui ont des réflexes nauséeux très très marqués. Et donc on intervient chez le nourrisson aussi tout de suite. Alors on va certainement reparler sur le Oui, temps oui, de la oui. deuxième chronique. Si donc là on parle études, on a parlé également domaine d'exercice. Vous avez cité le libéral, le salariat. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'exercice associatifs? Est-ce qu'il y a des associations qui ont besoin de vous aussi ou Alors, Il y a le monde hospitalier, tout ce qui est médico-social. Ouais. Après, tu pensais à des associations de patients, ce genre de choses, parce Par qu'après, exemple le médico-social, c'est souvent associatif, des associations exact, qui gèrent. Tout à fait, Voilà. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Après, il y a tout ce qui est les CMP, les CESAD, les... C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même 80% des orthophonistes qui travaillent en libéral et les 20% restants sont en salariat ou en exercice mixte. Et dans le salariat, on peut être en structure privée ou en structure publique. et à l'hôpital, ils ont du mal à avoir des salariés. On est souvent justement payé par la Sécu. Il y a un accord parce que c'est plus intéressant de rester avec notre statut libéral, c'est sûr. Alors, comme tous les métiers médicaux et paramédicaux, vous travaillez pas toute seule? Bien sûr. On est toujours en lien avec toutes les autres professions qui sont autour de notre patient. Donc, on échange beaucoup. On a le médecin généraliste, bien entendu, qui est souvent prescripteur, ou le médecin ORL, neurologue ou autre. Et puis, toutes les personnes qui sont autour de notre patient. Donc, beaucoup les autres professions paramédicales, psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, les enseignants, orthoptistes. Et les enseignants, avec l'accord des parents, bien sûr, toujours. C'est souvent des échanges qui sont riches. En libéral, vous n'êtes pas trop isolé dans votre pratique, même si vous avez des liens, mais À la base, quotidiennement. à la base, si, mais justement, on fait en sorte de créer ce travail de partenariat à distance. Alors c'est chronophage, il faut C'est le vrai. vouloir, parce que moi qui travaille beaucoup en établissement, c'est beaucoup plus facile. J'ai le médecin co, j'ai les copains kinés, l'ergo, le psychomote, les psys. Et en libéral, il faut vraiment que le professionnel soit motivé pour travailler bien. C'est vrai qu'on peut pas le faire sans contact, mais c'est très chronophage. Oui. Et puis le temps de la séance du patient ne correspond pas forcément au temps disponible du professionnel que l'on cherche à joindre. Alors on a une messagerie sécurisée entre professionnels de santé qui permet tout de même de faire des échanges rapides, efficaces et réactifs. Et c'est puis, vrai que ça ouais. fonctionne bien. Et en libéral, on peut être seul dans son cabinet, mais on peut aussi être dans des cabinets de groupe, aussi bien avec d'autres orthophonistes qu'avec d'autres professionnels. Et on peut exercer en MSP, en maison de santé, on peut exercer dans plein de façons.
différentes où on est quand même quand on est seul dans son cabinet, on n'est jamais seul, on est toujours en lien. Oui, mais notre première ressource, c'est nos collègues dans vos cabinets. On est d'accord, hein, pendant la pause repas. Mais oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est plus simple de faire du lien avec les personnes qui sont directement devant nous ou à côté de nous. Hein. Ça, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Vous y avez fait allusion juste à l'instant sur la rééducation, mais vous faites partie des métiers de la rééducation. Oui. Et c'est important de le dire. On est finalement majoritaire aujourd'hui autour de cette table. Alexandra, c'est encore pour toi. Moi, je répare les pots cassés. Sans aucun jeu de mots. Enfin bon, bref. Et donc du coup, tout ceci est évidemment fort intéressant et passionnant, et je ne sais plus du tout. On parlait de la prévention. Oui, mais c'était ma question. Ah, bah alors là, ça, je ne peux pas t'aider, ça. Nous étions des rééducateurs, finalement. Ouais, ça, Voilà. on est bien d'accord. Ah oui, si, il y a une spécificité chez vous. Moi, Oui. qui m'a particulièrement frappé, on en a beaucoup échangé, c'est que vous collaborez beaucoup ensemble sur le territoire. Énormément. Oui. Oui. Et vous pouvez en dire un mot, parce que je trouve que ça, je trouve que c'est fort, quoi. On a vraiment la très grande chance d'avoir une association locale d'orthophonistes qui s'appelle Calade Ortho et qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant. Bah arrête, j'étais au départ. Un Ouais, peu. bon. Donc au début, c'était 2-3 orthophonistes Donc qui... il y a 10 ans, hein, c'est ça? Oula, 2 ans et demi donc par c'est là. ça, exactement. Et qui a grandi parce qu'aujourd'hui, on est plus de 100 adhérents dans cette association. Et c'est une association qui se veut résolument locale et qui a pour but de faire du lien vraiment entre les orthophonistes. Donc l'objectif, c'est d'arriver à se rencontrer. Donc on organise des conférences, on fait venir des formateurs sur le territoire pour qu'on ait aussi un langage commun. Un peu toutes. Et puis, comme on se connaît, comme on se voit, c'est beaucoup plus facile d'échanger. On a aussi un Facebook, on a aussi... Oui, voilà, un on groupe a WhatsApp. On est ça, structuré. On est toutes les trois au bureau de Calade Ortho, d'ailleurs. Voilà. Et puis ça permet aussi de connaître même si on est toutes des généralistes dans notre métier, on a quand même des affinités, des spécificités. Ça permet de connaître les spécificités de chacune et d'orienter les patients qui ont les cas particuliers. Alors, on est modérateur aussi, mais généralement, les demandes, c'est est-ce que quelqu'un peut prendre une dame ou tel âge, telle J'ai pathologie? un patient qui déménage dans telle ville, est-ce que quelqu'un peut prendre l'orthophoniste, Voilà, ça marche, ça marche bien. Oui, ça marche très bien. On s'est fait notre réseau. C'est dommage que la CPTS puisse pas s'appuyer sur vous pour nos demandes. C'est juste une petite parenthèse à toutes les orthophonistes qui nous écoutent. On vous dira comment faire. Et on fait des restaurants aussi. Et des apéros. Pour faire du lien, c'est super parfait. organisé. Et puis quoi. c'est très rassurant pour les patients, enfin, je trouve, notamment pour les parents, de dire écoutez, vous habitez là-bas, vous pouvez peut-être. Alors, ça, c'est quand on avait de la place, mais vous pouvez vous rapprocher de tel orthophoniste, le dossier suivra, on s'appellera toutes les deux pour la suite. On le fait encore. Alors, On c'est le vrai fait que encore, oui. c'est moins facile, il y a de l'attente, mais c'est vraiment un super outil. Vraiment un super outil. Ça facilite beaucoup les échanges entre toutes. On n'est pas des professionnels de la communication pour rien. Donc, vous On avez se passe du coup les infos aussi. vous avez donc du coup une liste d'attente commune? Alors là, c'est en dehors de Calade Ortho. Calade D'accord. Ortho, on va interroger nos collègues si on a un patient pour lequel on a une demande. Mais la liste commune Il existe une liste d'attente régionale commune sur le site InziCare. Ah ok, je pensais que c'était quelque chose de l'association. Donc, Non, non, pas on en du tout. reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure, d'accord. Alors, on s'est intéressé beaucoup au langage, mais il y a aussi toute la fonction cognitive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, juste un avant-goût avant la deuxième chronique? Oui, on prend en charge tout ce qui est ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, qui sont très liés au cognitif et au fonctionnement. Et dans nos prises en soins, on va vraiment travailler au niveau cognitif. Pour en dire un mot... Et puis, je pense que c'est aussi, Ludovic, tu faisais allusion aux personnes âgées, aux maladies dégénératives, peut-être aussi. Oui, tout À à la fait. stimulation cognitive, oui. Voilà. Ça a aussi un nouveau champ de compétences. Ah ouais, c'est énorme. Disons avec toutes les En partenariat avec les ergos démences. et les neuropsies. On s'appuie beaucoup sur la plasticité cérébrale, en fait, quand on fait de la rééducation. Plasticité.
Plasticité cérébrale, c'est-à-dire que, en fait, à tout âge, le cerveau a la capacité de se réadapter, de créer des nouveaux réseaux, de créer des nouveaux neurones. C'est ce qui va permettre aux personnes d'acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles... voilà. Et au départ, c'est un tout petit chemin. Et puis après, plus on entraîne, et plus le chemin devient large et jusqu'à devenir une autoroute hyper rapide. Et quand le patient a besoin de cette information, de produire ce son spécifiquement, de placer sa langue comme ci, de faire un travail cognitif, c'est vraiment cet entraînement qu'on utilise en orthophonie. Vous tissez, vous maillez, quoi. On tisse, on maille. Mais oui. Voilà. Et du coup, il faut faire du lien aussi avec les équipes spécialisées Alzheimer aussi, en parallèle. Bien sûr. Il y a aussi tout ce boulot-là. Il n'y a pas Alors que moi, le lien je bosse. avec les libéraux, quoi. Ouais. Il y a aussi... C'est ça. Moi, je bosse beaucoup avec eux, mais c'est facile parce que c'est l'hôpital qui les gère. structures de l'hôpital, c'est eux qui nous envoient les équipes Et accessoirement, supporter dans le bon sens du terme, positif, les aidants qui se trouvent bien démunis et qui ont souvent besoin de conseils et d'explications. Et pour qui une ou 2 séances d'orthophonie par semaine, ça suffit pas et où il faut donner des petites astuces C'est ça. du quotidien. Tout à fait. On y reviendra peut-être après sur Oui. l'autorééducation. Ah, l'autorééducation. Oui, c'est des choses que les kinés connaissent bien aussi, C'est à la mode. Tout à fait. On sent une petite crispation. On va se retrouver dans quelques instants et on écoute tout de suite. Santé Beaujolais d'Ombre. Notre émission aujourd'hui est dédiée au métier de l'orthophoniste. Si vous prenez l'émission en cours de route, nous venons d'apprendre ce que font les orthophonistes, quelle est la formation nécessaire pour professer, les différentes modalités d'exercice. Et on a vu aussi que c'était un métier qui était très en lien avec les différentes professions médicales et paramédicales. À ce titre, et pour comprendre vos missions, quels sont les différents types de prise en soin en orthophonie? On va peut-être commencer donc par la petite enfance. Et donc du coup, comment ça se passe? Oui, donc comme on disait tout à l'heure, l'orthophonie intervient à tous les âges de la vie. Alors si on commence par la petite enfance, et même la toute petite enfance, parce qu'il peut y avoir des orthophonistes en néonatologie avec des bébés prématurés. Et là, l'orthophoniste va être présente pour, par exemple, un enfant qui ne peut pas être alimenté, qui est alimenté par sonde ou qui est intubé. L'orthophoniste va vraiment travailler toute la sphère orale pour que l'alimentation se développe ensuite normalement. Voilà. Après, l'enfant grandit. Chez les tout-petits, on va très vite voir aussi tous ceux qui ont des handicaps. Excuse-moi, Oui. c'est-à-dire que vous allez travailler la déglutition chez les primaires? La créer. La créer. Voilà, Parce que l'ennui de la déglutition, quand ils naissent trop tôt, le réflexe n'est pas encore là, évidemment. Neurologiquement. Ouais. Et c'est à nous de le créer. D'accord. Ok. Et le bébé préma ne peut pas s'entraîner comme quand il naît et utiliser tout de suite sa bouche en tétant, etc. Si déjà, lui, son objectif, c'est d'arriver à vivre. Et du coup, l'orthophoniste va aider à ça. Voilà. Donc du coup, ensuite, tous les enfants avec handicap, où on sait que le handicap va avoir une incidence sur la communication, sur le langage. Du coup, maintenant, on travaille beaucoup en prévention. Donc, un enfant avec une trisomie 21, un handicap génétique, une déficience intellectuelle sont des enfants qu'on va suivre. L'enfant grandit. Après, on va avoir tous les enfants qui ont des troubles du langage et de la communication. Un enfant avec des TSA, troubles du spectre de l'autisme. Après, on avance encore un petit peu. En âge primaire, on va avoir tout ce qui est les troubles des apprentissages, les fameux 10. Les fameux 10. Alors, on dit plus 10 maintenant, mais c'est encore utilisé couramment. Dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Maintenant, on dit troubles des apprentissages, troubles de la lecture, troubles des mathématiques, troubles de l'orthographe, etc. Et ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est le bégaiement, dans les troubles de la parole, tout ce qui est troubles de la déglutition, les mauvais placements de langue. On va avoir tout ce qui est au niveau de la voix,
Donc là, j'avance encore un peu en âge chez les adultes qui ont des dysphonies. Typiquement, l'enseignant qui utilise sa voix toute la journée, mais qui place mal sa voix et qui a plus de voix à la fin de la journée. Ou les artistes. Ou les artistes. Ou celui qui s'est fait opérer. Ou celui qui s'est fait opérer des cordes vocales. Oui. Voilà. Ou celui qui a eu un cancer ORL. Voilà. Donc on arrive à toutes les pathologies neurologiques aussi chez l'adulte. Tout ce qui est AVC, tumeurs, qui vont avoir un impact sur le langage. Cérébrolésé, Parkinson, démence. Et toutes les démences. Voilà, toutes les maladies neuroévolutives chez la personne âgée. Est-ce que j'ai oublié des choses, mes collègues? Non. Alors, le champ est Sébastien, Isabelle, on a fait ensemble. Tu étais bien à la formation Anosmia Gueusi aussi. Oui, tout Donc, à on fait, suite au rééduque, Covid. Suite au Covid, on a eu plein de demandes pour rééduquer le goût et l'odorat. C'est super sympa comme rééducation. Pas pour les pauvres patients, on est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Et puis là, moi, ma prochaine formation, c'est apnée du sommeil, ronflement. J'aime bien tout ce qui est bien technique. Et donc, du coup, là, il y a des possibilités donc, pour contrôler ça. Oui. Alors, là, vous allez plus crouler sous le travail, ça va être infernal si vous. Oui, parce que ceux c'est qui ce qu'on ronflent. disait. Non, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de demandes, mais on rajoute toujours plein de choses dans nos compétences. Donc c'est vrai que. Voilà. Après, on a nos affinités. C'est rare de pouvoir exercer dans tous les domaines et d'être compétente dans tous les domaines. Donc comme je disais tout à l'heure, on est généraliste, mais on peut se spécialiser dans certains domaines, ne serait-ce que pour concentrer nos formations et ne pas s'éparpiller dans tout. Voilà. Avoir le bon matériel aussi. Hein, Et concrètement, en quelques mots, parce que j'imagine que chaque pathologie nécessite une prise en charge différente, mais comment ça se passe, comment se passe une séance pour un enfant qui a une dysorthographie ou une dyslexie, pour un adulte qui a un AVC et des difficultés à déglutir? Alors c'est vraiment vous y notre prenez bilan qui va définir ce qu'on a à travailler. Et vraiment, chaque patient, oui, c'est vraiment différent. On n'a pas une séance pareille. Alors c'est sûr que sur un môme qui est dyslexique, pour prendre l'ancienne terminologie, c'est beaucoup plus récurrent. Mais une personne en neurologie, on ne travaillera pas du tout pareil d'un patient à l'autre. Hein. On aura des troubles des fonctions exécutives qui vont nous gêner, qui vont nous faire travailler la mémoire, l'évocation. Tout dépend vraiment de notre bilan de départ qui brosse vraiment le travail qu'on a à faire. Donc ce Il bilan, nous donne un but. ce bilan, il est obligatoire finalement et il vous donne vos objectifs. Non seulement il est obligatoire par la sécurité sociale, mais en plus le compte-rendu est obligatoire même. Et c'est vrai que sans ça, on n'a pas vraiment de but précis et on n'a pas non plus de travail très précis. C'est vraiment, je pense que mes collègues sont d'accord avec moi, c'est la base de tout. C'est la base, ça nous sert à savoir déjà quels sont les points d'appui, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est efficace chez l'enfant et quels sont les points à travailler. Voilà. Oui, parce que du coup, que ce soit un adulte ou un enfant, en fait, on va vraiment avoir plusieurs axes de travail. Soit on va vraiment être dans du curatif, où là, on va vraiment travailler les points faibles du patient. Par exemple, dysorthographique, on va travailler l'orthographe qui est son déficit. Et en même temps, on va vraiment soutenir les points forts, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler tout ce qui est compensatoire et apprendre au patient à utiliser ses forces pour compenser sa difficulté. Voilà. Et on peut aussi avoir vraiment une modalité adaptative où dans ces cas-là, on va utiliser des outils adaptatifs qui sont souvent informatiques. Par exemple, pour un enfant qui a des troubles du langage écrit, avoir des outils informatiques d'aide à la lecture ou d'aide à l'écriture. Une synthèse vocale ou une dictée sur l'ordinateur, ce genre de choses. En neurologie, la communication alternative, pareil, par le biais de la tablette généralement. Exactement. Mais là, il s'ouvre ça va être fantastique l'évolution de ce côté-là. C'est merveilleux pour les gens qui ont perdu l'usage du langage, de la parole. Ouais. C'est merveilleux. De plus en plus performant. On a vraiment chaque jour, on découvre des nouvelles choses. On n'arrive pas à suivre quoi, sur...
Chez les enfants avec des troubles de l'autisme, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les CA, les communications alternatives sur tablette, qui sont vraiment leur outil de parole. Sur informatique, on a vraiment des outils maintenant qui existent, qui aident beaucoup les patients. Alors on l'avait vu lors de la préparation de notre émission, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils. C'est vrai qu'après, il faut voir aussi la qualité des outils qui sont proposés. Ah bah sur Internet, il y a plein de choses, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, juste un petit mot. Oui, c'est ça. Juste un petit mot quand même pour les parents qui pourraient nous écouter. Oui, alors notre travail, je rebondis sur la question de tout à l'heure, comment se passent les séances. Oui, alors on va prendre l'exemple d'un enfant à qui on va proposer des exercices, des choses à mémoriser, des mots à mémoriser. Effectivement, il faut que ce soit repris à la maison si on veut que ça ait un impact sur son évolution. Donc on met les parents dans la boucle, voire même on les fait assister aux séances quand ils sont disponibles. Moi, je travaille beaucoup avec des cahiers, mais on peut envoyer informatiquement des exercices à faire via nos logiciels que nous payons, nous. Voilà, c'est quelque chose qui est gratuit pour les patients, ça fait partie du travail, ils peuvent continuer à la maison à s'entraîner. Voilà. Après, effectivement, sur Internet, on trouve différentes choses qui sortent, qu'on ne peut pas forcément tout tester, tout... Voilà. Oui. Et on met en garde de ne pas acheter n'importe quoi. Voilà, ça ne remplacera jamais le travail fait en cabinet d'orthophonie par un professionnel. Et puis, c'est vrai que l'entraînement à la maison, c'est vraiment pour tous les patients, pour automatiser. Mais enfin, il faut avoir travaillé la bonne chose avant, on est bien d'accord. C'est ça. Et entre autres, je fais beaucoup de dysphagie, normal, adapter les textures des personnes. Trouble de la déglutition. Voilà. J'allais demander. Et c'est vrai que je leur donne des exercices à faire tous les jours, parce que ça marche si c'est intensif. Et il va pas venir me voir tous les jours. D'abord, j'ai pas le temps. Et puis, mais c'est souvent une personne de la famille qui aide et qui fait le relais. Mais c'est vrai qu'on a besoin de systématiser. Mais c'est pas possible pour l'instant, d'aller seul se rééduquer sur le net. C'est pas possible. Et alors, le lien justement peut se faire par rapport à la personne âgée. Comment se passe une prise en charge chez la personne âgée ? Alors, j'y étais ce matin, par exemple. Donc, je suis arrivée, j'avais pas mal d'ordonnances dans ma petite banette pour des adaptations de texture avec des patients dont l'état varie très très souvent, souvent négativement malheureusement. Mais j'ai aussi des patients qui récupèrent et donc on réadapte les textures de façon plus positive. Donc, j'ai décrété un passage en mixé et eau gélifiée pour une pauvre dame. Et puis, pour une autre personne, j'ai maintenu son régime. Mais là, je teste, je fais des tests alimentaires. Et puis sinon, pour les personnes âgées, si elles ont un problème neurologique, on fait une prise en soins neuro-cognitive. Ces tests sont excessivement importants. Bien sûr, parce qu'ils vont permettre d'éviter tous les troubles de déglutition. Et donc des pneumopathies d'inhalation. Tout effectivement ce qu'on appelle les pneumopathies d'inhalation qui sont en fait des infections bronchiques qui sont dues par des aliments. Donc ça évite aussi la kinésithérapie après et parfois l'aspiration qui peut se faire après chez des patients qui sont plus atteints. Donc ça vraiment, et ça peut aller effectivement mal, parce qu'une infection pulmonaire chez une personne âgée peut effectivement s'aggraver assez vite. Donc vous avez un rôle majeur. Et puis vous avez aussi ce rôle d'accompagner les équipes. On en reparle encore, mais c'est vrai que... Oui, il faut travailler en confiance. Les aides-soignantes sont les premières en ligne, puisque généralement elles sont au plus près... c'est pas généralement d'ailleurs, c'est qu'elles sont au plus près du patient. Et c'est vrai que les aides-soignantes vont être très attentifs par rapport aux résultats que vous aurez trouvés. Et on sait très bien qu'un patient qui va passer dans une composante mixée ou semi, etc., du coup, les aides-soignantes savent qu'il y a un souci et qu'il faut faire attention. Donc ça a une importance. Et nous demandent énormément de conseils, nous rapportent, ce sont vraiment nos gardiens, elles nous alertent sur les patients, c'est fantastique. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. Tout à fait. Et à tel point d'ailleurs que maintenant en institution, le premier bilan qui est demandé généralement par le médecin, c'est effectivement de pouvoir quantifier ces troubles de déglutition.
j'ai même maintenant des bilans d'entrée tellement. C'est ça, mais c'est ce que c'était bien là où je voulais en venir. Voilà, Ouais, donc ouais. c'est très souvent, le patient arrive, écoute, il a une nourriture normale, mais nous on n'est pas sûr, et je vois beaucoup de gens à leur entrée, et c'est vrai que j'en modifie pas mal, mais c'est vraiment. Là, il faut vraiment un travail en équipe, en effet, parce que il faut aussi. J'apprends aussi aux aides-soignantes à stimuler quand elles donnent à manger. Voilà, donc je trouve des trucs avec le patient. C'est fantastique, j'aime bien. Et puis tout ce qui peut améliorer la déglutition chez la personne âgée, l'eau gazeuse, pas trop fraîche mais pas trop chaude. Voilà, c'est toutes des choses, même un peu plus fraîche que plus chaude d'ailleurs. Mais c'est toutes des choses qui peuvent faciliter la vie de la personne. Oui, la paille pour la posture. La paille pour la posture, effectivement. Les ergots bossent avec moi, ta collègue Marie. Ben oui, sur tout ce qui est posture, installation. Alors je lui demande, des fois, quand j'ai un patient trop mal placé. Alors là, on était donc sur des pathologies... dégénératives, mais qui touchent vraiment l'alimentation. C'est vital, quoi. Voilà, parce que c'est vital. Après, toute la partie cognitive, est-ce qu'on peut en dire un mot aussi? Parce que j'imagine que c'est très spécifique sur la prise en charge. Alors, moi, j'ai des personnes qui sont en EHPAD, donc qui ont des troubles très importants. Et je travaille, bien sûr, d'après mon bilan, ce que je disais, d'après ce que la personne a travaillé, avec le but qui est vraiment en EHPAD, le maintien de la communication. C'est vrai qu'on va pas. Il y a des fois, on s'en fiche, on laisse tomber les cris, le tout, c'est qu'ils puissent encore communiquer. Alors, malheureusement, quand c'est dégénératif, on adapte de plus en plus. Ça peut être des pictos, la tablette. Alors, la génération des plus âgés, la tablette, c'est très compliqué. Il y a même un refus. Et puis avec les troubles cognitifs, aller apprendre à faire des glissés. Mais les pictos, des signes. Vraiment, notre but, c'est le maintien de la communication. Et puis, comme dans tout, mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire que plus on voit les patients tôt. Dès que le diagnostic est posé, et en fait, ça va permettre de maintenir les bonnes capacités. Voilà. Et c'est vrai que plus on voit le patient tôt, meilleure est l'efficacité, parce qu'on va permettre de maintenir les capacités par un entraînement, un cognitivo-langagier, et puis de mettre en place aussi tout de suite des moyens de compensation sur la communication qui vont permettre de maintenir une bonne communication, quel que soit son niveau de parole ou autre, mais l'important c'est de continuer à avoir un moyen de communication quel qu'il soit. Et puis à la fin, c'est vrai qu'on adapte de plus en plus, même après c'est des fois que pour la douleur, la nourriture, les choses de base, mais toujours laisser quelque chose pour qu'on puisse avoir un lien. C'est épouvantable de ne pas pouvoir s'exprimer. Et vous avez un effet sur les troubles de mémoire ? Alors, sur les pertes de mémoire, sur des choses comme ça, vous arrivez Si c'est un patient cérébro-lésé, oui, on peut avoir de la récupération d'après les lésions. Alors, cérébro-lésé, expliquez pour que ce soit clair pour tout le monde. Qui est une lésion cérébrale. Qui est une lésion cérébrale, donc suite généralement... Des accidents. Un accident vasculaire. Alors, un accident de la route. Un accident de la route aussi, oui, effectivement, tout ce qui est exogène. Vraiment. Et là, sur des pathologies cardiovasculaires ou des pathologies accidentelles, on a des possibilités de récupération. Par contre, sur ce qui est dégénératif, ce qu'on disait, c'est le maintien, vraiment maintenir. Comme disait Maude, plus on sollicite au départ, plus vite est identifiée la maladie, mieux on la combat, mieux la personne se maintient. Par contre, la fin, on sait, c'est inéluctable. Pour l'instant, on ne s'est pas soigné. Mais quand même, on s'est rendu compte que le meilleur soin, le meilleur médicament, c'est quand même la réadaptation de toutes sortes, kiné, ortho, ergo. La répétition. Et finalement, cette prévention, elle se fait à tout âge de la vie, quoi. Si on a un doute, vaut mieux aller consulter. Et au pire, il n'y a pas grand-chose. Mais s'il y a quelque chose, au moins, on peut prendre les choses dès le départ. Oui, et puis je prends l'exemple d'un patient en démence Alzheimer bien avancé. On va pas lui proposer des exercices de mémorisation inutiles, mais on va travailler par exemple avec des albums photos, des albums de famille. Et pour une personne qui ne parle presque plus, qui ne se rappelle même plus de ce qu'elle a mangé il y a une demi-heure, elle peut retrouver du langage et retrouver qui était
cette personne âgée, c'est ma mère, c'est voilà. Je voudrais juste ça, c'est riche. Juste revenir un tout petit peu sur la prévention, une petite seconde, au niveau des enfants. On parle beaucoup des écrans. Est-ce que l'impact des écrans sur le langage est important ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents à propos de ça ? Eh ben, que plus l'enfant est devant l'écran, moins il a de langage. Oui, ça bloque un peu les interactions humaines. Hein, en fait, ça les bloque carrément. l'écran. C'est-à-dire que c'est pas l'écran qui va donner le trouble de langage, c'est ce que tout le temps que passe l'enfant devant l'écran, c'est du temps qu'il ne passe pas à communiquer. Il n'interagit pas, on ne lui lit pas d'histoire, il n'y a pas de bain langagier. Oui, c'est ça. C'est parce que le langage, il s'acquiert pas juste en écoutant la télévision, mais les écrans ou c'est dans l'interaction. Exactement. Et il y a vraiment maintenant des études qui ont montré que plus l'enfant passait du temps devant l'écran, moins il avait de vocabulaire. En fait, les parents, souvent, pensant bien faire, hein, ils mettent un... Il y a beaucoup de jeux éducatifs sur les tablettes, donc ils pensent que l'enfant apprend, mais en fait, le langage, c'est vraiment de la communication. On ne parle pas dans le vide, on parle avec quelqu'un avec un but, avec une intention, et la tablette ne saura pas si l'enfant a besoin qu'on lui répète, un peu plus lentement, s'il a besoin qu'on lui explique un mot, si ce qu'il dit ça a un effet sur la personne ou pas, voilà. Et c'est vraiment dans l'interaction que le langage se construit. On est d'accord. Après, ce qu'on voit aussi, c'est des enfants qui zappent aussi facilement. Voilà, tout comme nous, hein, sur les écrans, ils se lassent assez vite, donc ça a des effets sur l'attention. Voilà, sur la concentration. Ah oui, sur l'attention. L'attention, ouais. concentration, oui. Et on parlait de prévention. Alors, donc, la question des écrans, on la pose forcément dans nos bilans de langage. Hein. Combien de temps passe votre enfant devant l'écran ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Quel type d'écran, etc. On peut parler vite fait de la tétine et de la sucette, qui est aussi un petit fléau. Puisque moi, je m'occupe beaucoup plus de petits, et que je les vois tous arriver en salle d'attente avec la sucette à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, et ils viennent pour rééduquer un problème d'articulation. Donc, si on peut faire passer le message que la sucette, après 2 ans et demi, 3 ans, c'est terminé. Et puis que ça peut être utile pour dormir, mais pas toute la journée. On est d'accord. C'est pas facile de communiquer en plus avec une sucette dans la bouche. C'est compliqué de comprendre. C'est vrai que moi, je bosse aussi beaucoup en orthodontie pour justement les placer en langue et les déglutitions, mais là, dans le cadre du traitement orthodontique. Et c'est vrai que les sucettes nous font beaucoup de dégâts, ainsi que les pouces, mais ça, c'est plus difficile à enlever. Voilà. On ne peut pas trop les couper. On essaye de trouver les mots pour ne pas culpabiliser les parents, mais juste leur dire qu'on crée un trouble qui n'aurait pas existé. Donc, tant qu'à faire, en douceur, arrêtez la sucette. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est arrêté ton machin ? Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Bohemian Rhapsody de Queen. Chers auditeurs, si vous nous prenez en cours de route, vous pouvez nous retrouver en podcast. N'oubliez pas sur le site internet de la Radio Calade, et sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes. Dernière chronique, et on va s'intéresser sur la prise en charge de l'orthophonie. Quel est le cadre de la prise en charge en orthophonie ? Alors, jusqu'à présent, l'orthophonie était soumise à prescription médicale. Le médecin prescrit un bilan suivi de séances. Mais depuis peu, nous avons l'accès direct. Maud va nous en dire quelques mots. Oui, c'est tout récent, ça date de la semaine dernière. L'accès direct est possible sur le territoire de la CPTS Beaujolais-Dombes et on remercie tous les gens de la CPTS qui ont voté pour intégrer cet avenant. On a voté. Et ceux qui étaient dans le groupe de travail. Et Parce ceux que qui vous étaient... avez eu un groupe de travail avant, Chapeau. vous avez quand même bien bossé. Et on remercie grandement les 2 médecins qui ont accepté de participer à ce groupe de travail, Laurence Loulier et Franck Bonnemaison, sans qui ça n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà. Du coup, ça veut dire que à partir de maintenant, les patients peuvent aller voir un orthophoniste sans ordonnance. Voilà. À savoir que l'orthophonie est remboursée à 60% par la sécurité sociale et à 40% par la mutuelle. À moins d'avoir une atteinte longue durée, 100%. Moi, beaucoup de mes patients sont 100%. Et l'orthophoniste continue, par contre, à avoir l'obligation d'envoyer le compte-rendu au médecin traitant.
Voilà, ça, qu'il y ait une ordonnance ou pas, l'orthophoniste continue à faire le lien avec le médecin. Ça veut dire que donc des parents, une personne âgée ou un adulte peut venir vous consulter directement. Tout à fait. Ok. Sur quelle base? Parce qu'il aurait un doute, parce que... Oui, en général, quand les patients viennent nous voir, c'est qu'ils ont des questionnements. Soit ils ont remarqué, par exemple, un parent qui a remarqué que son enfant a des difficultés pour parler et du coup se questionne. Soit un adulte qui a remarqué qu'il commençait à avoir des difficultés, par exemple, de mémoire, ou qui cherche beaucoup ses mots et ça l'inquiète. Ça peut être dans les différents domaines dont on a parlé tout à l'heure. Les enseignants signalent énormément. Oui. Les enseignants sont vraiment des détecteurs à problème pour les troubles des apprentissages. Et une des principales difficultés est quand même le fait qu'il y a beaucoup d'attentes pour pouvoir vous voir pour un enfant, par exemple. Tout à fait. C'est un gros problème de la profession et la profession en est bien consciente. Donc, du coup, essaye de mettre en place des choses pour améliorer cet accès aux soins vers les orthophonistes, notamment développer beaucoup la prévention. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place. On a notamment ce qu'on appelle la PPSO, c'est une plateforme de prévention de soins en orthophonie qui arrive sur notre territoire et il va y avoir vraiment une plateforme téléphonique que les gens pourront appeler pour savoir, avoir un petit peu déjà des premiers renseignements parce que parfois, avant de voir l'orthophoniste, c'est peut-être bien de faire un bilan ORL, de vérifier l'audition ou suite à la description, on va dire peut-être qu'il faudrait mieux voir une psychomotricienne en premier, enfin voilà. Donc, qui permettra un petit peu déjà de réguler. Et il y a également un site internet qui s'appelle Allo Ortho, sur lequel on peut avoir plein de conseils. Un parent qui s'inquiète peut aller consulter, je sais pas, mon enfant 3 ans ne parle pas, que faire, voilà, par exemple, ou mon enfant bégaye, que faire, je suis ado, j'ai toujours du mal à lire, que faire, voilà. Il va y avoir vraiment, dans tous les âges de la vie, plein d'articles qui vont permettre déjà d'avoir des premières informations. Après, il y a aussi une autre action de prévention qui a lieu en ce moment, qui s'appelle DP2O chez les enfants de 3 ans. C'est un dépistage langagier et visuel, de haut parce que c'est fait par des orthophonistes et des orthoptistes. Et ce dépistage langagier est fait chez des enfants de petite section de maternelle. L'idée étant que si on voit les enfants le plus tôt possible, s'ils sont dépistés tôt, si on les voit le plus tôt possible, les soins seront moins longs. Voilà. Parce que si on attend de voir les enfants, les difficultés deviennent de plus en plus importantes, se chronicisent. Après, il y a d'autres difficultés qui se greffent dessus. Et l'idée, c'est de voir les enfants le plus tôt possible pour que les soins soient plus courts et que du coup, il y ait un turnover de patients plus rapide aussi. C'est un dépistage qui se fait systématiquement en petite section, enfin en maternelle, ou ça va se mettre en place Alors, ça a commencé sur notre territoire. Là, il y avait 7 écoles cette année et en fait, c'est amené à grandir. Et je ne me rappelle plus le nombre exact, mais on va passer à 15, 20 écoles. Voilà. C'est vraiment un dépistage qui est amené à se généraliser. On parlait tout à l'heure du partenariat parental. Alors, l'autorééducation, nous, on n'utilise jamais ce terme, mais du partenariat parental. Et la tendance est aussi à intensifier le suivi, les séances, 2 à 3 fois par semaine, quand les parents le peuvent, quand on le peut, pour éviter des années de rééducation et pouvoir aussi assurer le turnover. Voilà. Et si on a ce partenariat parental optimum, eh bien, les soins des enfants seront d'autant plus efficaces. Voilà. Cette plateforme d'appui dont vous avez parlé, qui va se mettre en place sur le territoire, elle sera gratuite ? Oui, bien entendu, c'est complètement gratuit. Et le site internet est également gratuit ? Le site internet est également gratuit. On a parlé tout à l'heure de la... Et c'est remboursé. Et en plus, c'est remboursé. On a parlé tout à l'heure de la liste d'attente commune que vous aviez sur le territoire aussi. Oui, alors actuellement chaque orthophoniste a un petit peu son système de liste d'attente, de l'orthophoniste qui note encore sur des post-it à celle qui utilise uniquement la liste d'attente commune, et il y a aussi des orthophonistes qui ont leur propre liste d'attente.
En fait, cette liste d'attente commune est arrivée alors que beaucoup de cabinets avaient déjà leur propre liste d'attente informatisée. Voilà. Donc, moi, ce que je conseillerais aux personnes qui veulent prendre un rendez-vous, c'est de s'inscrire sur toutes les listes d'attente qui sont proches de chez eux. Et puis, comme ça, la première place qui se libère, ce sera pour eux. Voilà. Donc, la liste d'attente commune, qui est vraiment une liste d'attente régionale, c'est sur le site INZICare. Donc ça s'écrit I-N-Z-E-E, plus loin C-A-R-E. Petit jeu de mots. On le redit encore une fois. INZICare. Donc I-N-Z-E-E, plus loin C-A-R-E. C'est toujours le coup du stylo qui ne fonctionne pas. Oui. C'est connu. Qu'il faut aller chercher dans le tiroir de la cuisine, surtout. Et dans la cuisine. Et ce que je veux dire, même si c'est une liste d'attente régionale, bien entendu, les demandes sont envoyées aux orthophonistes proches du domicile du patient. Oui, Voilà. quelqu'un qui habite à Villefranche ne va pas se retrouver... Non, Jacin L'autre va pas à côté. Belleville, etc. On est raisonnable. Pour conclure, le métier d'orthophoniste est vaste, comme vous avez pu le constater, et s'intéresse aux troubles de la communication, du langage, de la parole, de la voix et de la déglutition. J'essaye de poser ma voix parce que là, comme je suis vraiment regardé et scruté par 3 orthophonistes, je vous dis pas, cher auditeur, Attention. je fais dans mes culottes. Bien. Une petite Ils séance après. Tu passeras à un autre cabinet demain matin. J'aurais bien dit quelque chose, je ne le dirai point. Ils interviennent en prévention, en évaluation et rééducation, mais également en compensation lorsque cela est nécessaire. Les orthophonistes sont en lien étroit avec l'ensemble d'autres professionnels de santé et leur sollicitation est importante, d'où les délais d'attente, on vient de le voir. Afin d'y pallier, donc, vous avez retenu que vous avez un site internet qui s'appelle Allo Ortho, qui vous permet de vous enregistrer sur une liste d'attente longue comme le bras. Donc Non. Allo Ortho, c'est pour demander. Allo Ortho, pour c'est demander des de conseils. l'information. Ah oui, c'est pour demander de l'info, exact. Non, c'est Oui. INZICare. C'est, oui, INZICare. Il faut écouter. Oui. Ok. Donc, chers auditeurs, si vous avez manqué le début de l'émission, il y en a un qui est plié de rire de l'autre côté, il n'en peut plus du tout. Quoi qu'il en soit, si vous avez manqué le début de l'émission, ayez le réflexe podcast sur le site internet de Radio Calade, sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes et sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, nous vous remercions chaleureusement de votre visite. Merci à vous. Merci à vous. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Et ne revenez pas. Parce que pour moi, c'est un grand stress. Finalement, le plus stressé. Le plus stressé, c'est pas les interviewer. Marie, Alexandra et Amaury, on va se dire, comme d'habitude, la même heure, même rendez-vous, même jour et tout ce qu'il s'en faut pour Dans une un mois. prochaine émission, dans un mois. On ose vous dire le sujet de la prochaine émission, donc comme d'habitude, ce sera une surprise. À toutes et à tous, une excellente journée à vous. À très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.